Mercredi 2 mai 2018, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. 19h45 que nous débutons avec cette note nécrologique. En effet, le monde de la presse nigérienne est en deuil avec la disparition hier de notre confrère de l'ORTN, Ismaël Iboundié. Il s'est éteint suite d'un arrêt cardiaque. Iboun était ce journaliste au complet, affable et aimable, avec un talent combiné à son savoir et savoir-faire, une voix unique et inimitable, vedette de la Voix du Sahel et de Télé Sahel, où il a occupé le poste de rédacteur en chef. Repose en paix Ismaël Iboundié au cimetière Yantala, où tu as été inhumé cet après-midi. À cet instant précis, nos pensées vont à toute ta famille, à tes amis, connaissances et à tous tes collègues. Que le paradis soit ta dernière demeure. Amin. Ainsi va la vie. Cela dit, le chef du gouvernement a rencontré hier lundi le comité directeur de l'Union des scolaires du Niger, USN. 3 jours après cette rencontre, c'est toujours le statu quo, la situation lamentable dans laquelle est plongé le monde scolaire n'est jusque pas là résolu. Nous rapportent Ismaël Moumouni et Aboubakar Souley dans ce reportage. Inviter les scolaires à une table de négociation afin de décanter les problèmes qui minent le monde scolaire, c'est ce qu'a tenu à faire le chef du gouvernement le lundi dernier. Mais pour que cette grève illimitée puisse être levée, l'Union des scolaires du Niger a déposé sur la table des conditions. On a fait preuve de bonne foi pour aller vers la négociation. Le lundi à 10h, on a commencé la négociation avec le gouvernement. Donc, mais on a posé des préalables. On dit qu'aujourd'hui, on ne peut pas commencer la négociation du moment où nous avons des camarades en prison, d'autres dans les mains de la police, des camarades qui sont blessés, des campus qui sont fermés et que les étudiants sont dans les rues, d'autres dans des mosquées, d'autres 5-10 heures de natte, d'autres on ne sait même pas comment sont leur sort. Donc c'est cela, on dit que vraiment on a des préalables. Donc sans quoi on ne peut pas continuer les négociations. Le gouvernement, quant à lui, il a aussi dit son préalable, celui qui consiste à lever le mot d'ordre. Donc on s'est entendu cela. Le gouvernement s'est retiré pour nous rappeler le soir à 16h30. On a répondu à l'appel à 16h30 pour venir en continuer les négociations avec une partie gouvernementale. Donc les négociations ont eu lieu à 16h30, on commençait dimanche à 16h30, donc pour finir à 18h30. Il y a sans doute de la bonne foi des autorités, car jusque-là, le gouvernement a donné une suite favorable à leurs requêtes. La surprise était grande. Quand nous, on dit qu'on est en négociation et que le gouvernement qui a pris des mesures continue de les appliquer. Parce que le jour où nous étions en négociation, je vous dis, les arrestations avaient continué. Franchement, il y a des doutes par rapport à ce que le gouvernement est en train de faire. Vraiment, nous, on ne croit pas au gouvernement. Je voudrais aussi ici attirer l'attention du peuple nigérien. Parce que nous avions constaté des communications tendant à nous liquider ou bien à dire que l'USN est récupéré. Et je voudrais ici rassurer aux parents d'élèves que si aujourd'hui les scolaires sont en grève, ce n'est pas de guetter de quelques leçons. Si les scolaires nigériens sont en grève, c'est parce que leurs droits sont piétinés. Et s'ils sont en grève, c'est parce que les conditions de vie et d'études, les minimums, en tout cas, ne sont pas assurées. Donc c'est pour ces raisons-là que les scolaires ont décidé d'être en grève. Et nous ne sommes pas, j'ai dit, au dialogue, la bonne foi a prévalu, tout le monde a vu. Mais c'est la bonne foi du gouvernement qui n'a pas jusqu'à prévalu et on ne sait pas pourquoi. Depuis la grève illimitée décrétée par l'USN, les scolaires continuent toujours à être arrêtés. À cette date, il semblerait que l'USN a recensé 245 scolaires détenus, dont 133 en prison et 112 dans les mains de la police. Cette crise scolaire et universitaire en cours au Niger a suscité une analyse de l'ancien secrétaire général de l'ONU, également ancien secrétaire général du comité directeur de l'USN, Anas Jibril, pour qui cette crise ne devrait pas atteindre ce niveau. C'est dans ce reportage signé Hassan Saleh Mustafa. C'est les images de Aboubakar Souley. La crise scolaire universitaire va de mal en pire. Les jours passent, mais aucun signe d'espoir pour sa résolution. L'Union des scolaires nigériens USN et le gouvernement ne regardent pas la même direction. Le premier pose des préalables avant l'ouverture des négociations, le second n'a pas répondu favorablement.
Conséquence, les universités restent fermées et les établissements scolaires paralysés. Tout est parti d'une situation banale qui pouvait être banalisée, estime l'ancien secrétaire général de l'UNUN et du comité directeur de l'USN, Anas Jibril. Vous n'avez jamais vu ni entendu que dans un amphithéâtre ou dans une salle de cours, un enseignant a été agressé parce que les étudiants sont violents. Non. C'était sur une voie. Aux heures de sortie des bus, 14-19 bus qui sortent en même temps. 2 minutes. Plus de 100 à 200 Nigériens étaient arrêtés juste pour que les bus passent. Aujourd'hui, ce même enseignant qui est à la base de toute cette crise ne s'est-il jamais arrêté quand il y a un cortège de mariage? Si ça considère que c'est sur sa voie. Pourtant, ce n'est pas réglementaire. Il l'a fait. Pourquoi quand le bus traverse juste 2 minutes pour éviter que les petites voitures soient percutées par ce bus-là, en 2 minutes, laissez-les passer? Dans ça, là, il s'est fait identifier. Il voulait traverser ses étudiants. À base de ça, il y a eu cet incident-là. On dit que les étudiants sont violents. C'est pour ça que j'ai dit cette situation, elle est banale. Au vu de l'ampleur que prend cette crise au moment où l'année amorce sa dernière ligne droite, seul le président de la République pourrait trancher comme en 2017, selon Anas. Mais en 2017, il y a eu la mort d'un étudiant. Il y a eu mort d'homme. Personne ne pensait en ce moment-là au Niger que la situation pouvait être apaisée, qu'elle pouvait être stabilisée, qu'elle pouvait être calmée. Mais en fin de compte, quand le président de la République a pris ses responsabilités, il a fait appel aux scolaires pour attirer leur attention et les scolaires ont compris. Et on a eu une stabilité, les cours ont repris. Cette fois-ci également, si les gens veulent l'exploiter d'une manière ou d'une autre, je suppose que le seul et unique responsable, susceptible d'attirer l'attention de tout le monde, pour que le pays soit stable, pour que l'école retrouve ses lettres de noblesse, pour qu'on prépare les examens, ça ne peut être que le président de la République. La solution à cette crise scolaire et universitaire ne peut être politique si les autorités optent pour un retour au calme et une paix durable dans les écoles, déclare cet ancien secrétaire général de l'UNUN et du comité directeur de l'USN. Rendez-vous à la fin du journal pour l'intégralité de l'analyse de Anas Jibril, ancien secrétaire de l'UNUN et du comité directeur de l'USN, qui s'est prononcé sur la crise scolaire et universitaire au Niger. Restons dans le même domaine scolaire pour parler de la situation inquiétante dans laquelle se trouvent les étudiants nigériens se trouvant au Mali. Je vous invite à suivre Malamine Conté Boubacar. Il est le porte-parole de la structure des étudiants nigériens au Mali. On l'écoute. Les étudiants nigériens vivant au Mali ont plus de 3 aérés de frais de scolarité. L'année 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018. Et aujourd'hui, face à cette situation, nous avons des étudiants qui ont été renvoyés des cours de salle, qui n'arrivent pas à composer les examens. Et maintenant, ils sont au Mali et ils n'ont pas où aller. Et les études, nous pouvons dire que les études, c'est terminé parce qu'ils n'ont pas pu composer les examens. Donc, ils sont là dans une situation vraiment catastrophique, une situation indésirable créée par le gouvernement et l'ANAB qui refuse, pour moi, c'est mon opinion personnelle, qui refuse vraiment de payer les frais de scolarité des étudiants nigériens vivant au Mali. Leur état d'esprit est déplorable vraiment parce qu'ils n'ont aucun soutien vis-à-vis de l'État. Nous avons d'ailleurs adressé des lettres de correspondance au ministère de tutelle, au directeur de l'ANAP via l'ambassade du Niger au Mali, mais jusqu'à preuve de contraire, nous n'avions pas reçu vraiment à lettre de correspondance que nous avions adressée, nous n'avons pas reçu de réponse à nos doléances. Donc l'USN Mali m'a chargé de venir spécialement vraiment au Niger pour vraiment expliquer la situation que nous vivions là-bas. Donc aujourd'hui, vraiment, nous sommes dans une situation vraiment déplorable et indésirable. Évidemment, leurs avenirs sont en jeu parce qu'un étudiant qui doit finir sa cycle
venir au pays, commencer les stages, le service civique, qui a 3 ans de retard et vraiment leur avenir est en jeu. Et nous demandons à ce que le père de la nation, Mahamadou Issoufou, vraiment fasse un geste pour débloquer la situation. Parce que nous avions rencontré plusieurs personnalités et lorsque nous leur exposons notre problème, ils nous disent ben non, écoutez, c'est vous qui avez choisi de quitter le pays. Donc maintenant, quitte à vous vraiment de régler votre situation avant que nous payons votre frais de scolarité. Je me dis que vraiment c'est désolant que des autorités nous disent ces quelques termes. Donc maintenant, nous, ce que nous attendons vraiment de l'État est que l'État puisse payer les frais de scolarité pour que les étudiants qui ont fini leur cycle reviennent servir le pays. C'est vraiment leur avenir qui est en jeu et c'est l'avenir même de la jeunesse nigérienne qui est en jeu. Donc vraiment, il faudrait que leur situation soit résolue et le plus vite possible sera le mieux. Après le défilé habituel pour commémorer la fête du travail, certains syndicats se sont retrouvés avec leurs militants pour une collation, à l'image du syndicat des travailleurs de Télécom Sinat qui a réuni ses militants hier soir à la Blue Zone, occasion saisie par le syndicat pour présenter leur doléance. Ismaël Moumouni, Sadou Doumi. Réunir dans la communion les travailleurs du secteur de télécommunications dans un cadre convivial pour ainsi fêter de la joie et l'allégresse après leur parade. Objet de ce cadre récréatif initié par le syndicat national des travailleurs de télécom au Niger, SINAT, une structure dévouée à la défense des intérêts matériels ou moraux de leurs militants. Les délégués au 3e congrès statutaire du SINAT Télécom exhortent au gouvernement des directions générales des sociétés de Celtel, Move, Orange au Niger, l'ouverture des négociations afin d'élaborer et d'adopter une convention collective spécifique au secteur des télécoms. Exhorte le gouvernement du Niger à l'adoption d'une réglementation en la matière et aux employeurs l'abandon de cette pratique qui précarise l'emploi au Niger. Exhorte aux sociétés de sous-traitants, des opérateurs de téléphonie privée, la réévaluation de la rémunération et l'attribution des mêmes avantages que ceux octroyés aux travailleurs opérant directement chez les opérateurs. Les délégués au 3e congrès donnent mandat au bureau exécutif à mobiliser les fonds pour la construction du siège du SINAT Télécom Niger. La mise en place des instances représentatives du personnel dans toutes les sociétés affiliées afin d'élargir les affiliations chez tous les sous-traitants des sociétés de téléphonie privée. De la promotion du genre, à multiplier les actions tendant à favoriser la promotion du genre dans le syndicalisme et dans les sociétés de téléphonie privée au Niger. Et enfin, la mise en place des structures régionales du SINAT Télécom. La création et à la mise en place des structures régionales du SINAT Télécom. Le SINAT a également formulé des doléances à l'endroit des directeurs, travailleurs et sous-traitants des sociétés de téléphonie. Suite à notre mobilisation qui a permis la réduction puis la suppression de la TATI, demandant une amélioration des conditions de vie de travail dans nos sociétés. Faciliter la mise en place d'un plan d'aide au logement dans toutes les sociétés de téléphonie mobile. Repenser la politique des avantages dans toutes les sociétés de téléphonie mobile privée. Nous demandons à tous les opérateurs d'exhorter une couverture médicale et mettre en place un mécanisme de vérification chez toutes les sociétés sous-traitantes. Sur la promotion du genre, nous constatons avec amertume chez des sous-traitants des licenciements déguisés en congé maternité permanent sans salaire de certaines femmes. Retirer les attentes des salariés d'RTR sur le protocole d'accord et l'accord d'entreprise à Orange. Les représentants des sociétés de téléphonie privées au Niger disent prendre en compte les préoccupations évoquées par le syndicat et ont, par la même occasion, souhaité bonne fête à leurs agents. Le syndicat national autonome des travailleurs des eaux et forêts a célébré la fête du 1er mai à sa manière à travers une conférence qui s'est tenue hier après-midi dans l'enceinte de leur compagnie et qui a vu la participation de plusieurs invités avec comme thème l'état d'avancement de la mise en œuvre des prestations de la MITEF. Ismaël Moumouni, Halidou Bourema. Échanger avec leurs camarades sur les activités qu'ils mènent et cela
dans le but ultime d'assurer une meilleure condition de vie et de travail à leurs militants à travers la création d'une mutuelle que le syndicat national autonome des travailleurs des eaux et forêts, SYNATEF, a organisé cette conférence à l'occasion de la fête des travailleurs. La fête du 1er mai se tient dans un contexte de morosité économique pour l'ensemble des travailleurs en général et ceux des eaux et forêts en particulier. Malgré ce climat défavorable à une émergence sociale, le SYNATEF a œuvré à la consolidation et au raffermissement des acquis. Le thème d'échange de cette année porte sur l'état d'avancement de mise en œuvre des activités de la mutuelle des travailleurs des eaux et forêts. Ce thème se justifie car notre mutuelle, bien qu'étant un joyau merveilleux, demeure encore un bébé fragile qui mérite d'être géré avec beaucoup de délicatesse. D'où la nécessité d'échanger entre nous sur les avancées enregistrées, mais aussi et surtout les insuffisances constatées jusque-là. L'objectif premier de cette rencontre conjointement organisée par le SYNATEF et la MITEF est d'abord informer les camarades ou les adhérents de l'évolution des activités de cette structure afin de renforcer le lien de confiance entre les adhérents et la direction, mais aussi convaincre les sceptiques, particulièrement le contingent Goumandakoy, à venir rapidement grossir nos rangs. Le représentant du ministère de l'Environnement salue cette initiative de SYNATEF, tout en rappelant leur ferme volonté à œuvrer au bon fonctionnement du corps. Je peux vous assurer que ces préoccupations sont également les nôtres, puisqu'elles visent en tout cas l'amélioration des conditions de vie et des cadres des eaux et forêts en général. Et de ce fait, des dispositions en tout cas sont en train d'être prises au niveau du cabinet pour que, à défaut donc de cette loi de programmation, qu'on puisse disposer d'un outil, au moins un programme d'appui aux structures du ministère, afin de pallier un peu, à cette loi de programmation qui nous fait défaut. Cette conférence à laquelle a pris part de nombreux invités et co-animés par le colonel Oumarou Alou Liman, président du conseil d'administration, et le commandant Souna Boubacar, président du comité directeur de la MITEF. Le constat est là, ces derniers jours, de fortes chaleurs se font sentir sur toute l'étendue du territoire nigérien. Une situation qui n'est pas sans conséquences sur la santé de la population, surtout celle des plus vulnérables. C'est dans ce reportage signé Nafissatou Hassan, Alidou Bourema. Ces derniers temps, de fortes chaleurs insupportables élevées sont enregistrées sur toute l'étendue du territoire nigérien. Le service de la météorologie explique cette montée en flèche de la température qui avoisine les 40 à 45 degrés à l'ombre ces derniers jours. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau donc au Niger. Donc, il faut savoir qu'on est toujours au niveau pendant la saison sèche chaude. Et donc c'est une partie de la saison où on observe des températures quand même assez élevées à partir du mois de mars jusqu'au début du mois de juin. Et donc ces températures-là, effectivement, elles ont une certaine particularité. Parce que quand on compare par exemple l'année précédente, donc l'année 2018-2017, à l'année 2017, selon les enregistrements qu'on a fait des températures sur l'ensemble du pays, on remarque que ce pas des températures qui sont sensiblement très différentes par rapport à ce qu'on a pendant ce mois d'avril 2018 là. Ce sont des températures qui sont presque les mêmes, mais la particularité de ce mois d'avril 2018, c'est que c'est des températures qui sont assez élevées, qui peuvent atteindre jusqu'à 45 degrés sur certaines zones, et qui s'étalent sur une longue période, qu'on peut qualifier de vague de chaleur. C'est-à-dire que lorsque vous avez par exemple une température supérieure à 42 à 43 degrés et qui va durer par exemple plus d'une semaine. Et donc c'est cet effet-là qui fait qu'on ressent plus de la chaleur par rapport à ce qu'on a vécu l'année dernière. Des températures qui ne sont pas sans conséquence sur la santé humaine, raison pour laquelle le spécialiste conseille d'adopter ces comportements. Traversons pratiquement une période de haute chaleur, je peux me la qualifier de canicule, où il fait
plus de 40 degrés, qui avoisine 45 degrés à l'ombre. C'est une situation en tout cas qui n'est pas sans conséquence sur la santé. Et si la personne s'expose, et surtout les personnes vulnérables. Quand je parle de personnes vulnérables, je parle de petits enfants, des personnes âgées, mais aussi des personnes qui ont d'autres pathologies effectivement sous-jacentes, surtout les maladies chroniques. Alors, les problèmes de santé les plus fréquents qu'on rencontre et qui peuvent évidemment toucher le fonctionnement de l'organisme, le premier, c'est surtout le problème de la déshydratation. Vous savez, en cette période, c'est une période où la personne transpire beaucoup, qu'avec cette forte température, l'organisme va chercher effectivement un équilibre entre la température externe, comme je l'avais dit, qui est extrêmement élevée, et la température interne de l'organisme. Et évidemment, ça peut entraîner un dérèglement du fonctionnement de l'organisme, mais aussi et surtout la déshydratation, qui peut effectivement, la personne peut perdre énormément de l'eau. Alors là, il faut que la personne boive suffisamment d'eau, même si elle n'a pas soif, parce que c'est l'une des mesures qu'il faut prendre pour pouvoir évidemment éviter de sombrer dans la déshydratation qui peut avoir des conséquences beaucoup plus fâcheuses pour l'organisme. Ces fortes chaleurs seront enregistrées également pour les jours à venir. Alors, il est important de prendre en compte les conseils des spécialistes afin de protéger sa santé. Voilà, comme annoncé, place à présent à la partie magazine consacrée sur l'analyse de Anas Jibril, ancien cadre de l'UNUN et de l'USN, sur la crise scolaire et universitaire au Niger. Très bonne réception à vous. J'ai qualifié cette situation de banale pour la simple et bonne raison que c'est une situation qui ne devrait pas atteindre le degré actuel. Et j'ai dit dans mon écrit qu'il suffisait juste que les différentes parties prenantes s'accordent qu'au moment où il y a eu cet incident, si c'est lié à la violence des étudiants ou de la CASO, c'est dans les amphithéâtres, c'est dans les salles de cours, on allait identifier des étudiants qui lèvent la main sur leurs enseignants. Mais il n'en est rien. Vous n'avez jamais vu ni entendu que dans un amphithéâtre ou dans une salle de cours, un enseignant a été agressé parce que les étudiants sont violents. Non. C'était sur une voie, aux heures de sortie de bus, 14-19 bus qui sortent en même temps. 2 minutes. Plus de 100 à 200 Nigériens étaient arrêtés juste pour que les bus passent. Aujourd'hui, ce même enseignant qui est à la base de toute cette crise ne s'est-il jamais arrêté quand il y a un cortège de mariage, si ça considère que c'est sur sa voie? Pourtant, ce n'est pas réglementaire. Il l'a fait. Pourquoi, quand le bus traverse, juste 2 minutes pour éviter que les petites voitures soient percutées par ce bus-là, en 2 minutes, laissez-les passer? Dans ça, là, il s'est fait identifier. Il voulait traverser ses étudiants. À base de ça, il y a eu cet incident-là. On dit que les étudiants sont violents. C'est pour ça que j'ai dit cette situation, elle est banale. Au moment où il y a eu cet incident, les enseignants-chercheurs, l'administration rectorale, les étudiants, tout comme le gouvernement, tous devraient se rendre compte qu'il y a un besoin. Le besoin, c'est quoi? C'est juste de poster 1 ou 2 policiers là où il y a eu l'incident, aux heures de sortie de bus. Ça aura réglé la situation sans qu'on arrive à ce degré de pourrissement où elle est arrivée. Voilà pourquoi j'estimais que c'est une situation banale qui pouvait être réglée immédiatement sans avoir besoin de fermer toutes les portes de l'école du Niger. Donc mon interprétation est claire. Je crois que je ne suis pas d'avis que les étudiants lèvent la main sur leur enseignant. J'ai été étudiant, je n'ai jamais vu ça. Je ne suis pas de ceux-là qui pensent qu'il faut prôner la violence et que les étudiants vont se permettre de tout. J'ai été étudiant et je sais que ce n'est pas ça. Mais pour cette situation précise, l'analyse que j'ai faite, les errements ou les écarts qu'il y a eu dans la décision m'ont amené à comprendre qu'en réalité, au fond, pour être clair et honnête, il faut que les uns et les autres soient honnêtes en précisant exactement ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que c'est d'en découdre avec cette organisation. Ce n'est pas une question de CASO
ou quoi que ce soit. Sinon, vous ne pouvez pas quand même imaginer que, parce que vous n'avez pas identifié les éléments de la CASO qui ont posé l'acte, et même s'ils sont identifiés par les responsables du comité exécutif, quelqu'un ne peut pas être sous ta coupe et que tu l'identifie, c'est pas possible. C'est un acte de traîtrise, que ça soit au niveau d'une structure qu'au niveau national. Tu ne pourras pas le faire. Ça, c'est un. De deux, si ces personnes-là ne sont pas identifiées, et le conseil de l'université s'était basé sur cet élément pour estimer que les personnes ayant posé l'acte n'ont pas été identifiées. Donc, conséquemment, on exclut les responsables directs de ces éléments de la CASO. C'est ce que j'ai dit. Là où il y a une faille dans la décision du conseil de l'université, c'est que moi qui vous parle, j'ai précisé dans mon écrit que j'étais victime d'une exclusion. À la suite d'un écrit qu'on a fait, où le contenu de cet écrit était injurieux, et qu'on a estimé que non, il fallait nous exclure, parce que je n'ai pas fait l'écrit, mais c'est sous ma coupe, il y a eu l'écrit. Je n'ai aucun regret par rapport à tout ce qui s'est passé. On a pu gérer la situation de façon apaisée, jusqu'à ce que finalement nous avons eu gain de cause. Pas notre réhabilitation, parce que ma réhabilitation ne m'intéressait pas en ce moment-là. Mais c'était le combat pour aboutir au résultat, et on a abouti au résultat, que je ne vais pas vous citer ici. Maintenant, pour ce cas d'espèce, le SG des étudiants a été exclu parce qu'on estime qu'il est le premier responsable de la structure. J'ai dit, si on s'en tient à la logique des enseignants, ce qui est normal. Pour eux, non. Le SGA est exclu, alors qu'il n'est ni responsable de la CASO, encore moins le premier responsable. Le premier responsable de la CASO dans un bureau, c'est le chargé des affaires académiques. Il n'a pas été exclu. Ce n'est pas que je souhaite qu'il soit exclu. Pour dire que si la logique était de respecter du moins cette stratégie qui consiste à toucher les responsables hiérarchiques, donc ça aurait pu être le SCAS et non le SGA. Donc le SGA est exclu, le SGA est exclu, le DG CASO est exclu parce qu'il est le premier responsable de la CASO. Le délégué transport également est exclu parce qu'il est lié toujours à la CASO. Mais le SGA, il n'est absolument lié à la CASO, il n'a posé aucun acte. Ce qui suppose que juste l'intention c'est de cibler des personnes dont on estime que peuvent être susceptibles demain d'inquiéter X ou Y. Par conséquent, c'est une occasion qu'on a cherchée pendant des années et des années, et que l'occasion se présente aujourd'hui. Il fallait la saisir et il ne faut pas la rater. Voilà pourquoi j'ai dit non, il est inadmissible que l'on continue à croire que c'est fondé l'exclusion de ces étudiants. Et si tant est que il faut effectivement cibler les responsables hiérarchiques pour exclure, pour les exclure, j'ai dit bon, tant mieux, on revient à l'histoire de 2017, ou à la suite de la grève déclenchée par les étudiants pour l'amélioration de leurs conditions de vie et d'études. Ça s'est soldé dimanche par le lynchage public d'un étudiant qui, même un terroriste de Boko Haram aujourd'hui, quand vous mettez la main sur lui, vous n'aurez plus besoin quand même de le bastonner. Pourtant, cet étudiant qui n'avait pas une arme, tout le monde était témoin, ou tout le monde est témoin comment il a été humilié. Pour lui, on estime que justice a été rendue parce que les policiers ont été dimanche sanctionnés, on les a arrêtés. D'accord. J'ai dit, mais en 2017, il y a eu la mort d'un étudiant. Il y a eu mort d'homme. Personne ne pensait en ce moment-là au Niger que la situation pouvait être apaisée, qu'elle pouvait être stabilisée, qu'elle pouvait être calmée. Mais en fin de compte, quand le président de la République a pris ses responsabilités, il a fait appel à l'ensemble aux scolaires pour attirer leur attention, et les scolaires ont compris. Et on a eu une stabilité, les cours ont repris. Cette fois-ci également, si les gens veulent l'exploiter d'une manière ou d'une autre, je suppose que le seul et unique responsable, susceptible d'attirer l'attention de tout le monde, pour que le pays soit stable, pour que l'école retrouve ses lettres de noblesse, pour qu'on prépare les examens, ça ne peut être que le président de la République.
Et l'idée des responsabilités hiérarchiques, je dis bien, quand les gendarmes ont tiré sur Bagalé, qu'est-ce que le rapport de la commission d'enquête a dit? Le rapport a révélé que c'est bien un tir tendu sur cet étudiant-là qui a perdu la vie, mais que c'est l'endame qui a posé l'acte n'était pas identifié. Si on est cohérent envers nous-mêmes, si on est logique, si effectivement on peut sanctionner le responsable hiérarchique d'un acte à partir du moment où le responsable direct n'est pas identifié, c'est ce qui a justifié l'exclusion d'IEG, de l'ENUN et tout ce qui s'ensuit. Comme les gendarmes n'étaient pas identifiés dans le rapport de la commission, j'ai dit, mais ce gendarme-là a des responsables hiérarchiques qui sont en premier lieu le président de la République. Après le ministre de la Défense, il y a les hauts commandants de la gendarmerie. Honnêtement, si cette idée tient pour qu'on soit respecté des règles que nous avons établies, quand même que le même texte qui sont appliqués à d'autres, qu'on les applique à certains, qu'on les applique aussi à d'autres. Mais est-ce qu'aujourd'hui, pour ces gendarmes-là qui n'est pas identifié, vous pensez qu'on peut sanctionner le président de la République? Est-ce que vous pensez qu'on peut sanctionner le ministre de la Défense? Est-ce que vous pensez qu'on peut sanctionner les hauts commandants de la gendarmerie? Non, parce qu'ils n'ont pas été sanctionnés. À partir du moment où on sait que c'est non, donc c'est aussi non de sanctionner les responsables estudiantins pour ce petit incident qui n'en valait pas la peine. Voilà pour moi comment je vois cette situation, comment je vois que la situation, comment aujourd'hui elle a atteint un degré de pourrissement où on a l'impression que les étudiants sont allés prendre les enseignants, les brûler vifs. On a l'impression que les enseignants sont allés mettre du feu sur toute l'université, alors qu'on pouvait, au début de la crise, quand on l'a négligé, aujourd'hui toutes les universités du Niger ont fermé leurs portes. Pensez-vous pour un pays qui se respecte, pensez-vous qu'il est normal qu'on puisse faire une semaine sans étudier parce que tout simplement il y a eu une altercation verbale entre un étudiant ou des étudiants et un enseignant, à la limite violence morale dont on a dit? Si c'est ça, le président de la République aujourd'hui, qu'est-ce qu'il n'entend pas aujourd'hui dans sa gestion en termes d'insultes et d'humiliation? Qu'est-ce qui se passe? Quand on est responsable, c'est normal que l'on s'entende quand même. L'on s'attend à beaucoup de choses. Donc vous ne pouvez pas sur cette base justifier que non, il est normal qu'on mette terme à la vie et dimanche au processus académique de 5 étudiants qui sont en année de master, qui sont en année de licence, alors que les ministres aussi, qui sont sortis pour faire le point de presse, pour estimer que non, les enseignants, les étudiants du moins, ils n'acceptent pas un État dans un État. J'ai trouvé une incohérence. J'ai trouvé du moins une inéquité dans les propos tenus par les deux ministres. Et j'ai précisé que, État dans État, pendant plus de 40 ans, le président de la République, les membres du gouvernement, les acteurs de la société civile, les politiciens en un mot, qui ont tous passé par l'université Abdou Moumouni, qui ont fait la structure estudiantine, savent la violence qu'ont vécu et que vivent les étudiants, des violences morales exercées par certains enseignants sur des étudiants. On a vu, et je parle avec sérénité, des étudiants qui ont validé l'année académique, qui ont été ciblés par les enseignants, certains enseignants, auxquels les enseignants ont dit: toi tu ne passeras jamais, je te bloquerai. Dieu faisant bien les choses, cet étudiant se retrouve avec 13 sur 20, 14 sur 20, il valide la matière de l'enseignant, et l'enseignant peut-être n'a pas identifié sa copie. Après il se rend compte que l'étudiant a validé, il dit: si je savais, tu n'allais pas passer. Combien des étudiants qui se sont jetés des toits des bâtiments du fait de cette violence psychologique et morale que les étudiants subissent au niveau des universités? Combien des années où vous avez 600, 700 étudiants qui composent, à peine vous avez 10, 20, 30 qui valident? Si
les étudiants sont allés à l'université pour étudier? Bien évidemment, c'est parce qu'ils ne maîtrisent pas ce qu'on leur enseigne. Et que quand on arrive à les évaluer et qu'on se rend compte qu'en réalité, on n'a pas 2% qui ont validé, c'est bien évidemment l'enseignant qui doit se remettre en cause. C'est bien évidemment le système d'enseignement qu'il faut quand même interroger. Mais ça n'a jamais été le cas. Pendant plus de 40 ans, l'État injecte des milliards dans cette université. L'État ne s'est jamais soucié à savoir à la fin de chaque année combien d'étudiants étaient inscrits en première année, combien d'étudiants ont pu valider de tel niveau à tel niveau, combien d'étudiants sont sortis avec un diplôme au niveau de l'université Abdou Moumouni. Pourquoi? C'est une obligation qui pèse sur l'État. Si l'État veut éviter cette politique d'État dans l'État, c'est bien normal, c'est bien au niveau des enseignants-chercheurs, pas tous les enseignants. Il y a beaucoup d'enseignants qui ne sont pas dans cette logique. Mais le problème aujourd'hui du fonctionnement de l'université, ça se pose avec acuité et ça a été précisé avec le document que le ministre Danda, de l'époque, quand il était ministre de l'enseignement supérieur, des enseignements supérieurs, quand il a dit que par rapport au recrutement, il avait fait des propositions. Les enseignants avaient opposé une résistance. Quand on voulait créer les nouvelles universités, Tawa, Maradi et Zender, les enseignants avaient opposé une résistance. C'est ça un État dans un État. Si vous voulez assainir, et que l'assainissement suppose peut-être qu'il faut empêcher à des étudiants ou à ceux qui ne sont pas étudiants de rester sur la cité universitaire. Mais tant mieux pour les étudiants. Si vous pouvez les aider à identifier ceux-là qui ne sont pas étudiants pour qu'on les chasse de l'université, c'est une bonne chose. Si vous voulez empêcher à ceux qui ne sont pas étudiants d'occuper les chambres de structure, c'est une très bonne chose. C'est une politique quand même dans laquelle les étudiants vont s'inscrire. Ils ne vont pas opposer une résistance. Mais si l'assainissement serait d'identifier les responsables syndicaux, et je dis bien que l'ISN n'est pas une petite organisation, elle a produit beaucoup de personnes aujourd'hui qui font la société civile, et qui sont activistes au niveau de la société civile, qui sont leaders politiques. Penser qu'on peut mettre terme à une organisation syndicale comme l'ISN, ce serait une erreur monumentale à commettre. Et penser aller dans le sens de la détruire, je dis bien celui qui s'inscrit dans cette logique peut bien commencer son acte, mais ce serait après lui qu'il aura son résultat. Mais il ne pourra pas réussir à détruire cette organisation. Je ne suis pas en train de raisonner parce que je suis un ancien étudiant victime d'exclusion. Je n'ai aucun regret par rapport à ce qui nous est arrivé. Je suis fier parce qu'aujourd'hui je suis toujours à l'aise. 2 ans après mon exclusion, je suis revenu encore pour diriger l'ensemble des scolaires de Niger, pas seulement l'université Abdou Moumouni. Donc c'est vraiment une fierté. Je raisonne juste parce que j'imagine que quand on est dans un pays, il faut au maximum éviter, quand on gère une institution, quelle qu'en soit sa petitesse, quand on gère une commune, quand on gère un département, quand on gère une région, quand on gère un pays, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de l'injustice qui va gagner le terrain. Quand l'injustice atteint son paroxysme, il n'y aura plus de solution, il n'y aura plus de paix, il n'y aura plus de stabilité. Sinon, vous comprenez aujourd'hui pourquoi les Palestiniens bravent la mort face à l'armada israélienne, parce que tout simplement ils sont arrivés à un degré où ils ont dit merde. Continuez à exclure. On a exclu au temps de Yori Ibrahim. Il y avait à peu près 5 étudiants qui étaient exclus. La justice a réhabilité Yori. Les enseignants ont, du moins, l'administration rectorale a opposé une résistance quant à son retour à l'université Abdou Moumouni. Ils ont refusé d'appliquer une décision de justice. Nous, on nous a exclus. Aujourd'hui, on exclut. Vous pensez qu'un bon matin comme ça, vous vous réveillez, vous ne savez pas quand est-ce que la personne s'est inscrite à l'école, vous ne savez pas comment les parents s'étaient démerdés pour amener cet élève-là à aller jusqu'à l'université. Un bon matin, vous vous réveillez pour dire que vous l'avez exclu. Et de 2, la réunion des recteurs au niveau de Tawa, pour dire qu'ils vont véhiculer les noms et communiquer à l'ensemble des universités de la sous-région les noms des étudiants qui ont été exclus pour indiscipline. Vous pensez qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas en train de former des étudiants qui vont garder une haine viscérale éternellement pour ces personnes-là qui ont pris des décisions? Vous ne pensez pas que demain, ceux-là seront des futurs responsables? Quelles seront les réactions vis-à-vis de ces personnes responsables de ce qui leur est arrivé? Faites attention quand vous prenez des décisions. Ne voyez pas, je suis d'accord. Quand vous faites votre politique, il faut la faire.
C'est tout à fait normal. Mais dans le système éducatif, n'intégrez pas la politique dedans. Parce que c'est ce système-là qui vous a forgé pour être là où vous êtes. Le minimum de morale, le minimum d'honnêteté veut que si je ne peux pas améliorer, que je ne diminue pas quand même dans ce que j'ai trouvé. C'est pour ça, pour moi, il est du devoir moral de toutes les composantes de l'université de revenir sur des meilleurs sentiments et considérer que enseignants, étudiants et PAT ne sont pas des ennemis. Ils ont l'obligation de collaborer ensemble. Si aujourd'hui les étudiants sont une cible parmi tant d'autres composantes au niveau de l'université, demain ça va être le tour des enseignants. Ne soyez pas surpris, parce qu'on a connu ces cas-là. En 2010, dont je vous ai dit, nous avons fait 6 mois. Le ministre de l'enseignement supérieur a refusé de nous recevoir. Et les enseignants étaient contents. Ils ont dit que c'était une quinzaine d'étudiants qui perturbaient. Et le gouvernement avait utilisé ces mêmes syndicats pour pouvoir nous abattre. Mais avant la fin de l'année, 7e mois, la tension se retournait contre les enseignants. Maintenant, c'est devenu une crise entre le ministre et les enseignants. C'est à nous qu'on faisait appel. Donc, qu'ils fassent extrêmement attention de ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont une composante et il y a une complémentarité entre ces différentes composantes de l'université, veut ou pas. Les étudiants sont obligés de collaborer avec les enseignants. Les étudiants sont obligés de veiller à ce qu'il y ait la stabilité au niveau de l'université, à ce qu'il n'y ait pas de violence. Mais des actes isolés peuvent être posés. Mais là, quand c'est posé, c'est que j'imagine que l'université, c'est le temple du savoir. Quand un acte est posé, il faut revenir à la raison, il faut se réunir et faire les débats. On allait trouver une solution. C'est la seule manière qui va sauver cette université. C'est le seul mécanisme qui peut permettre à l'université d'être stable et de prospérer. Mais si les syndicats des enseignants pensent qu'il leur faut forcément que ces étudiants-là soient malmenés, c'est-à-dire que le politique peut faire semblant qu'il n'est pas intéressé, les enseignants, l'université est autonome dans ses décisions. Je veux que ces discours-là aussi, on l'arrête pour le règlement de cette crise-là. On va tout le temps nous dire que non, les enseignants sont autonomes. Si l'autonomie suppose qu'on ne peut pas revenir sur une mauvaise décision prise, ça suppose qu'on donne à cette université son statut d'État dans l'État du Niger. Même si une institution elle est autonome et que cette institution est le fruit du besoin d'un État qui est l'État du Niger, si cet État estime qu'il y a des failles, des carences dans une décision prise par cette institution, soit-il une institution autonome, je me dis que les maires, beaucoup de maires ont été sanctionnés, beaucoup de maires sont enfermés, pourtant les mairies sont autonomes. Ça suppose que malgré leur autonomie, elles sont toujours logées dans un État. Il y a une institution, il y a des responsables qui doivent veiller à la régularité, qui doivent veiller au bien fondé des décisions qu'elles prennent. Pourquoi aujourd'hui l'État du Niger, le gouvernement ne peut pas se rendre compte qu'en réalité les enseignants, dans leurs décisions, le SNEX, ou du moins le conseil de l'université, dans sa décision, a voté. Et il faut revenir pour remettre en cause la décision. Moi je suis d'accord, comme tout autre étudiant. Combien de scolaires ont été exclus dans ce pays-là pour avoir levé la main sur leurs enseignants, pour manquer du respect aux enseignants, pour brûler les portes? Nous ne sommes pas au-dessus de la loi. Les étudiants ne sont pas au-dessus de la loi, tout autant aussi que les enseignants ne sont pas au-dessus de la loi. Tout le monde doit converger à la logique selon laquelle on ne peut avoir une paix en écartant une composante dans le fonctionnement d'une institution comme celle universitaire. Demander que les étudiants soient écartés, ce serait une erreur grave qui va coûter cher et à ceux qui ont fait la proposition et à celui qui, dans la clandestinité, pense profiter de cette crise entre enseignants et étudiants. Tout le monde sait ce que l'université peut jouer comme rôle dans une stabilité d'un pays et dans l'instabilité d'un pays. Et je crois que mon souhait, ce n'est pas que le pays aille dans l'instabilité, c'est que le pays aille dans la stabilité, que l'école du moins soit stable,
que tout se déroule normalement et qu'on puisse programmer les examens. J'ai fini avec l'idée du baccalauréat. Quand le ministre, ça a fait même l'objet d'un communiqué, du moins d'une communication en Conseil des ministres, pour dire que non, il y aura les examens vœux ou pas. Ça, c'est regrettable de la part d'une autorité. Je suis d'accord. Vous êtes un responsable du milieu. Venez pour expliquer à l'opinion qu'est-ce qui s'est passé, comment vous allez apaiser les tensions. Mais quand vous dites que de toutes les façons, il y aura les examens, ça dénote qu'en réalité, le résultat importe peu à cela. Ça veut dire que toute l'année, peu importe le contenu de l'enseignement qui est donné à ces élèves, on n'a rien à foutre. Parce que c'est au Niger, j'ai dit qu'on se réjouit avec un pourcentage minable. 19% au baccalauréat, 26% au baccalauréat, on se réjouit. C'est parce qu'on se réjouit avec ces taux, c'est pour ça, ça ne dit absolument rien aux uns aux autres. Même si on reste jusqu'en juin dans la crise et qu'en fin juin on a trouvé une solution, on estime que de toutes les façons les élèves sont là, ils peuvent aller au niveau des salles d'examen, peu importe le résultat. Sinon, comment vous pouvez avoir un courage pour dire que les examens auront lieu pendant que les écoles ont fermé leurs portes? Comment est-ce que vous pouvez aujourd'hui injecter des millions, vous laissez des millions se volatiliser par la fenêtre à travers des points de presse pour pouvoir intimider les responsables syndicaux, pour pouvoir mettre la pression sur les parents d'élèves et les élèves de ces écoles-là au niveau départemental et régional pour que des forces ils reviennent dimanche à l'école. Vous posez des conditions à ces étudiants-là pour dire s'ils ne retournent pas à l'école le lundi, vous allez fermer les restaurants. Mais comment est-ce qu'une conscience peut cautionner ça? C'est comme aujourd'hui, vous faites une comparaison entre le chef de l'État, les différents présidents africains ou des Nigériens qui représentent le Niger à l'international. Et que ces Nigériens aujourd'hui, parmi ces Nigériens qui représentent le Niger à l'international, ils sont 3 ou 4. Équivalent un autre qui n'est pas de nationalité nigérienne, qui veut faire mal au Niger et qui se rabat sur un des Nigériens pour détruire les autres Nigériens et faire mal au Niger. Seriez-vous d'accord avec ça? Si oui, donc ça veut dire que c'est normal. Sinon, aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire comment est-ce que les étudiants vont rester sensibles à l'exclusion de leurs camarades. Ça ne s'explique pas. Si vous excluez 5, parce qu'aujourd'hui, ils sont responsables, c'est là que vous n'avez pas exclu. Ça veut dire que demain, quand ils seront responsables aussi, vous allez les exclure. Donc, du coup, la solidarité des étudiants et des scolaires par rapport à l'exclusion, elle est claire, elle est nette. C'est tout. Faisons attention avec cette situation qu'on a négligée jusqu'à ce que ça arrive à ces degrés-là. Faites attention. Ne pensez pas que vous avez une force parce que vous êtes une administration rectorale. Ne pensez pas que vous avez une force parce que vous êtes un enseignant-chercheur. Ne pensez pas que vous avez une force parce que vous êtes une autorité politique. L'histoire a tout le temps démontré que quelqu'un, celui qui ne travaille pas avec la vérité, il peut prospérer quelques secondes, mais sa fin sera tragique. Ce n'est pas mon souhait que la fin de certains qui sont à la base de cette crise-là soit tragique, mais qu'ils reviennent à la raison et que les étudiants ensemble aussi acceptent de part et d'autre de se retrouver pour faire des concessions pour que l'école aille mieux, pour que le Niger finisse avec cette crise qui ne devrait pas arriver là où elle est arrivée. Quand vous faites le constat, il y a une nette contradiction entre ce qu'on dit de l'étudiant et ce qui se passe du début de la crise à aujourd'hui. Quand la crise est intervenue, quand les premiers responsables ont su la clé de l'enseignant, c'est le SGA qui allait lui remettre ça. Après, Lyonoun est sorti ouvertement pour demander excuse. Ils ont tapé à toutes les portes. Je dis bien toutes les portes pour que la situation soit réglée à l'amiable. Ça n'a pas été le cas. Les enseignants sont allés en grève. Ils sont allés à la vitesse supérieure en déclenchant une grève illimitée. Rapidement, le gouvernement a dit qu'il veut la stabilité au niveau des écoles. On a trouvé un accord. Et la conséquence de cet accord, c'est un arrêté que le recteur prend.
pour dire que tout attroupement d'étudiants est interdit. En fin de compte, quand vous les bousculez de la sorte, parce qu'au tout début, l'ISN aurait déclenché une grève illimitée, ça n'a pas été le fait. Parce que l'ISN pensait jusqu'à un moment, au moins, les uns et les autres allaient revenir à la raison pour éviter ces carnages. Maintenant, si l'ISN a déclenché une grève illimitée, c'est parce qu'en fait, la patience atteint ce paroxysme. L'ISN ne peut plus se patienter et elle a déclenché cette grève illimitée. Cette grève a fait en sorte qu'il y ait une négociation avec le gouvernement. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut que et le gouvernement, et le SNEX, et l'administration électorale ne pensent pas qu'en revenant sur une telle décision, ce serait une manière de grandir les étudiants, ce serait une manière de diminuer les enseignants. Non. Quand une erreur est commise par un être humain, je dis bien la force de cet être humain-là, c'est de se rendre compte de son erreur et de revenir sur sa décision. Ça te grandit. Aujourd'hui, il n'y a pas un être humain plus puissant au monde que c'est celui-là qui est président de la République, qui est en erreur, qui va à la télévision pour dire à ses citoyens, excusez-moi de ce que j'ai commis comme erreur. Pourquoi aujourd'hui la décision du rectorat ou du moins du conseil de l'université, il ne peut pas revenir là-dessus? Quand le gouvernement va continuer à tirailler pour dire que non, parce que qu'est-ce qui a fait que les négociations ont été bloquées? C'est parce que l'ISN a posé des préalables. Et ces préalables, c'est la libération de ceux qui sont arrêtés. Ces préalables, c'est quand même de prendre soin des blessés. Je crois que quand même c'est un minimum. Hein? L'ISN n'a pas demandé de boycotter le brevet sportif. Ça suppose, ça dénote la volonté de l'ISN à pouvoir accepter, quel qu'en soit le moment où on aura réglé cette crise, quand même qu'on puisse sauver l'année académique. Mais si le gouvernement continue à rester derrière ces discours selon lesquels le conseil de l'université est autonome, ou du moins ça, nous ne pouvons pas nous y mixer, qu'il se corrige pendant qu'il est temps et qu'il reprenne les discussions pour pouvoir solutionner les doléances de ces étudiants. Ce qui ne peut pas passer du côté des étudiants, si ça ne peut pas passer, les étudiants se rendront compte. Et de voir au niveau des enseignants encore ce qui n'est pas normal, qu'ils reviennent encore là-dessus. Et c'est tout. Sinon, vous ne pouvez pas continuer à croire que les scolaires vont venir parce qu'on les a appelés en négociation pour que non, ils demandent qu'on amène. Et je profite pour attirer l'attention de l'ensemble des scolaires du Niger. Que cette exclusion, banale, je dis bien banale, parce que s'il faut se lever un bon matin, parce que j'ai dit non à l'enseignant, ça là, ce n'est pas ça. C'est anormal. On m'exclut. On exclut 5 personnes. Du coup, s'ils cautionnent, ça veut dire qu'ils sont allés à détruire définitivement l'organisation. Parce que si ça passe, ça veut dire que demain, pour exclure un étudiant, vous avez vu l'arrêté du rectorat, je dis bien, ça dénote à la limite ce qui va arriver. Où on donne la latitude au chef de la faculté de prendre des décisions pour exclure n'importe qui aurait allé à l'encontre d'une telle décision. Donc, ce serait donner libre cours, du moins ça, à la violence, ce serait donner libre cours à l'injustice, ce serait donner libre cours à toutes sortes de pagailles au niveau de l'université, alors que c'est l'université qui devrait cultiver, du moins entretenir les esprits dans le sens à ne pas aller dans la pagaille. C'est pour ça que les gouvernements, je dis, sont l'issue de cette crise, que le président de la République instruit ses ministres à demander au rectorat de revenir sur la décision. S'ils ne reviennent pas, que le gouvernement prenne son courage en main, comme ils l'ont fait en 2013 à l'université d'Ottawa, où 13 étudiants étaient exclus sur des fausses bases. L'ISN avait lutté, le gouvernement les a réhabilités. Donc maintenant encore, le gouvernement se doit, s'il ne veut pas humilier les enseignants, demander à ses enseignants d'eux-mêmes de revenir sur la décision. Si ils ne veulent pas, le gouvernement prend ses responsabilités. C'est tout. Parce qu'aujourd'hui, les sanctions dont on dit, la justice qu'il faut rendre. Pourquoi aujourd'hui, quand je me lève, je ne vais pas casser la vie de quelqu'un? Parce que j'estime qu'il y a des lois et règlements auxquels nous sommes tous soumis.
Mais si je me rends compte que ces lois-là sont seulement applicables et appliquées à une seule personne ou à un groupe de personnes, d'autres groupes ne sont pas intéressés, mais à la limite, moi aussi, je ne me sentirai pas lié. C'est pour ça, si la chose elle est normale, les étudiants vont se patienter. Mais si la chose n'est pas normale, les étudiants ne se passeront pas. Si la chose est anormale, les enseignants doivent se patienter. Si la chose est normale, c'est-à-dire la décision prise par les enseignants, ils auront gain de cause. Or, à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Il va falloir qu'ensemble, le gouvernement arrête rapidement. Parce que déjà il est tard. Ça fait combien de mois aujourd'hui que les écoles sont fermées? Même si on fait les examens dans ces conditions, il y a déjà une conséquence néfaste qui découlera de la tenue de ces examens aux dates indiquées, même si on arrive à régler la situation. À plus forte raison que jusque-là, ce qui se dessine à l'horizon, on a l'impression qu'il n'y a aucune intention de pouvoir régler la crise. Il faut la régler rapidement, même si on pense que c'est pour des écoles publiques où il y a moins de candidats. Et que c'est dans le privé, on pense qu'il y a plus de candidats et que ces privés-là sont en train d'étudier. Il faut qu'on arrête cette histoire. Si on pense que ces élèves du privé public ne partent pas à l'école, on doit se poser la question pourquoi et chercher à résoudre les problèmes plutôt de continuer à penser que non, les privés ne doivent pas être concernés par cette crise. Voilà au fait exactement moi ma pensée par rapport à la position du gouvernement. Le gouvernement n'a pas à se ranger derrière ces carcans ou ces semblants d'autonomie, parce que l'autonomie ne suppose pas indépendance. L'université est autonome dans la gestion de ses moyens financiers. L'université est autonome sur le plan académique. L'université est autonome par rapport à son programme, mais l'université n'est pas indépendante. Où elle peut se permettre de faire tout, avoir sa monnaie, avoir une armée, avoir ses lois à elle. Non. Elle ne l'est pas. Donc, ce qui veut dire que le gouvernement peut bel et bien revenir sur la décision du fait que cette décision est entachée d'irrégularité. Tous les conseils de l'université qui ont inscrit des étudiants, autant du camarade Diori et les autres étudiants, le conseil n'a pas respecté ses propres textes. Parce que tout simplement, les textes disent que quand on se retrouve en conseil, il faut soumettre à débat la plus petite sanction. C'est-à-dire que le blanc, l'avertissement, le blanc, l'exclusion temporaire, l'exclusion définitive. Quand le conseil se réunit, normalement, c'est l'avertissement, il faut soumettre sur la table. On le met au vote. Si ça passe, c'est-à-dire que si la majorité opte pour l'avertissement, on avertit l'étudiant. Mais je vous dis, toutes ces exclusions, c'est la plus extrême, la plus grande sanction qui est directement soumise au vote, notamment l'exclusion. Pour notre cas, c'est directement l'exclusion. Pour le cas des Diori, c'est directement l'exclusion. Pour le cas actuel, c'est directement l'exclusion qu'on soumet. Donc les textes n'ont jamais été respectés, même par rapport à la convocation du conseil de l'université et par rapport à comment est-ce que le conseil doit statuer. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Si l'erreur est commise, mais qu'ils reviennent sur leur décision et permettre à l'école et à l'université de répartir. Parce que l'exclusion, si ça, elle solutionne un problème. Quand on a exclu les Diori, on ne devrait plus avoir quand même un étudiant exclu parce que tout le monde allait être dissuadé. Mais après ça, on a exclu encore d'autres étudiants. Ça n'a pas empêché que vous avez exclu aujourd'hui. Même demain, vous allez exclure. Parce que vous ne pouvez pas dissuader tout le monde. Quand les gens voient que leurs droits sont piétinés, ils sont obligés de braver la mort. Ils sont obligés de braver toutes les difficultés pour que justice soit faite, pour qu'ils soient dans les droits.